change jamais une équipe qui gagne. Voilà un adage auquel une majeure partie d'entre nous adhérerait à première vue. En effet, cela semble assez logique. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? Faut-il changer une équipe qui gagne ? Lorsqu'on parle d'équipe, il est tout à fait naturel de penser au monde du sport. Seulement, je vous montrerai qu'il existe bon nombre d'autres types d'équipes, puisque pour l'Académie française, une équipe, c'est tout simplement un groupe de personnes affectées à un travail commun ou unies par un but commun. Cher public, chers membres du jury, chères contradictrices, changer. Voilà un mot qui résonne comme un appel à l'action, une invitation à transcender les limites de notre confort personnel et à embrasser le défi de l'inconnu. Changer, c'est rendre une chose ou une personne différente de ce qu'elle était. En effet, changer n'est pas toujours synonyme de transformation totale. Car si une équipe gagne aujourd'hui, c'est grâce à ses efforts, à son dévouement, mais aussi et surtout à sa capacité à s'adapter et à innover. Or, l'immobilisme est le terreau fertile de la stagnation, et la stagnation, le prélude inévitable de la décadence. Prenons l'exemple éminent et populaire de Zinedine Zidane, icône du football, personnage ayant traversé les générations, les classes sociales, les différences. Ce joueur star a en effet une carrière impressionnante en Espagne en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Malgré ses succès frappants, il a tout de même décidé de démissionner en mai 2018 après avoir remporté une 3e Ligue des Champions consécutive. Choix étonnant, me direz-vous. Seulement, il a déclaré qu'il pensait que l'équipe avait besoin d'un changement pour continuer à remporter des titres. Si Zidane a pris cette décision, c'est parce qu'il faut changer une équipe qui gagne avant qu'elle ne perde. Il existe parmi les hommes des individus qui, subjugués par les lauriers de leur victoire, s'endorment dessus et se réveillent dans les décombres de leur propre vanité. Cette destinée tragique est aux antipodes des choix d'Othello, et c'est là l'histoire que je vais vous raconter. Othello, en plus d'être un des célèbres personnages de Shakespeare, est un vaillant général. Seulement, le choix de Cassio plutôt que de Iago pour occuper son poste stratégique soulève une question intrigante. Pourquoi Othello veut-il changer une équipe qui gagne déjà ? En tant que général respecté, il aurait très bien pu conserver Iago à ses côtés et sa réputation n'aurait pas changé. Cependant, Othello a fait un choix audacieux. Il a décidé de prendre Cassio, un officier moins expérimenté mais plein de potentiel. Ce choix, en apparence risqué, a tout compte fait démontrer sa sagesse, puisqu'en privilégiant la nouveauté et en prenant le risque du changement, il a perturbé l'adversaire, a exploré de nouvelles idées. Il a insufflé un souffle nouveau à l'armée vénitienne, même en période de paix. Et quelques temps plus tard, lorsque le conflit avec les Chypriotes a éclaté, ce choix s'est révélé payant. Othello a bien compris que la stagnation conduit à la décadence et que même une équipe qui gagne peut bénéficier de nouveaux membres et de nouvelles idées pour rester au sommet. Cependant, il n'a pas sorti cela de son chapeau, puisque nos plus grands penseurs, de Socrate à Nietzsche, ont considéré l'impératif du changement comme un impératif moral, une nécessité ontologique, inscrite dans les fondements mêmes de notre humanité. Héraclite nous enseigne « tout coule ». Et c'est dans cette fluidité, cette fugacité qui définit chaque instant que réside le problème. Mesdames et messieurs, tout finit toujours par passer, même les victoires. Alors, notre capacité à nous réinventer et à nous surpasser, même si la situation nous invite plutôt à nous reposer sur nos accomplissements passés, sera la clé du maintien de nos exploits. Pourtant, je sens poindre dans vos esprits la crainte de l'inconnu, du risque, la crainte du possible échec. Mais, comme l'écrivait André Gide, on ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue, d'abord et longtemps, tout rivage. Plongeons tout d'abord dans les profondeurs d'un principe économique appelé le Kaizen. Ce principe, venu du Japon, est un principe d'amélioration continue qui a été démocratisé par le géant de l'automobile que vous connaissez tous, Toyota. Le Kaizen, qui veut littéralement dire « changement bon », explique qu'il faut toujours chercher à s'améliorer, même lorsque l'on a bien travaillé. Il incarne l'idée que le succès ne devrait jamais être un point d'arrivée,
mais plutôt un point de départ pour des réalisations encore plus grandes. La victoire rend aveugle et la défaite rend la vue. Oui. Lorsque nous remportons des succès à répétition, il est facile de devenir complaisant et de croire que tout ce que nous faisons est parfait. Sinon, pourquoi gagnerions-nous ? Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que même une équipe qui, aujourd'hui, gagne, peut toujours s'améliorer, peut toujours être vaincue, peut toujours se renforcer. Parce qu'attendre que les choses tournent mal pour réagir, c'est courir à sa perte. La clé du succès réside dans la capacité à anticiper les changements et à s'y adapter rapidement, en faisant fi des réussites ou échecs du passé. Mesdames et messieurs, il faut changer une équipe qui gagne, car le changement est nécessaire à l'homme. Pourquoi nous contenterions-nous de l'existant quand devant nous s'ouvre l'horizon de l'inconnu ? Pourquoi se reposerions-nous sur nos lauriers quand l'appel de l'aventure résonne ? La complaisance, l'immobilisme sont les ennemis de la grandeur humaine. Ils nous poussent à stagner, à nous atrophier, à renoncer à notre potentiel le plus élevé. C'est là que réside la différence entre gagner et être un réel vainqueur. Même si quelque chose fonctionne, même si une équipe gagne, cela ne signifie pas nécessairement que c'est la meilleure option sur le long terme. L'équipe australienne de cricket a failli à comprendre ce principe. Pendant de nombreuses années, elle était considérée comme l'une des meilleures au monde, avec une tradition de succès et de domination dans ce sport. Cependant, au cours des dernières années, elle a connu un déclin notable. En refusant le changement, en refusant la substitution de certains joueurs vieillissants, en refusant de s'adapter aux nouvelles techniques de jeu initiées par l'Angleterre, son plus grand adversaire, l'Australie a signé sa propre défaite, sur son propre sol, et a perdu la Coupe du Monde de 2015, alors même qu'elle avait brandi ce même trophée plusieurs fois auparavant. L'Europe, elle, est une bien meilleure élève. Elle a su effectuer des changements nécessaires, même lorsque tout allait bien. Lorsque la Communauté européenne du charbon et de l'acier a été créée en 1952, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique en sont les seuls 6 membres. Cette union, qui deviendra plus tard la Communauté économique européenne, était ce qu'on appelle une équipe qui gagne. Elle accomplissait son rôle de préservation de la paix après la Seconde Guerre mondiale, permettait des échanges fructueux entre les pays et offrait un cadre sécurisant pour divers secteurs. Charles de Gaulle, président français à l'époque, s'oppose pourtant à l'entrée de nouveaux membres dans cette communauté, alors même que cela aurait pu lui être bénéfique. Ainsi, alors que la communauté économique européenne était toujours pertinente et remplissait ses objectifs, le nouveau président Pompidou s'empressa de changer de cap et accepte la demande d'entrée du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande en 1973. Pensez-vous vraiment que ce grand homme politique a pris des décisions majeures sans réfléchir, par manque d'expérience, par mauvaise considération des risques ? Non. Ils ont changé cette équipe parce que cela lui était bénéfique. Elle lui permet d'avoir un œil pour veiller au développement des pays environnants, renforçant sa puissance et sa crédibilité. L'Union européenne n'a cessé de changer depuis sa création. Et c'est ce qui lui permet d'exister plus de 70 ans après avoir fait ses premiers pas. Mesdames et messieurs, stabiliser une équipe est un vœu pieux, inatteignable et surtout sans intérêt. Changer n'est pas échouer, c'est faire preuve d'anticipation, qui est en réalité le véritable révélateur de l'excellence. Les marchés évoluent, les tendances changent, que ce soit en économie, en histoire, en politique. Et ce qui a fonctionné hier peut ne plus être efficace demain. Les entreprises qui marchent l'ont bien compris. Être un gagnant, c'est être ambitieux, c'est être dans le mouvement et non le statu quo. Le risque de la zone de confort, mesdames et messieurs, c'est l'ennui. Et personne ne souhaite s'enliser dans la monotonie. L'ennui, voilà le véritable ennemi de la réussite. En se fixant de nouveaux défis, en embrassant le changement, on évite de tomber dans la léthargie qui guette ceux qui se contentent d'une victoire. Il y a peu, McDonald's, une enseigne bien connue, a décidé de changer ses recettes phares, des recettes de burgers qui se vendent à des millions d'exemplaires par an. Même si cet exemple peut sembler futile à première vue, il est révélateur de l'importance pour les entreprises de toute taille et de tout secteur de rester dynamiques et de chercher à s'améliorer
même lorsque tout va pour le mieux. Cher public, chers membres du jury, chères contradictrices, il est temps de briser les chaînes de l'immobilisme et de renverser les idoles de la complaisance, d'embrasser le défi du changement avec détermination. Je vous exhorte à adopter la vision audacieuse d'un monde en perpétuelle mutation, où le changement n'est pas une menace à craindre, mais une opportunité qu'il est nécessaire de saisir, même en cas de victoire répétée. C'est dans la danse éternelle du renouveau que réside la promesse d'un avenir glorieux, où chaque défi est une chance, chaque épreuve une leçon, et chaque changement une victoire sur la médiocrité et l'oubli. Merci. Voici l'heure de nous en aller. Pour moi, de mourir, pour vous, de vivre. Mesdames, Messieurs les jurés, chers publics, chères contradictrices, si je cite les dernières paroles de la péroraison de Socrate, c'est que je souhaite toucher votre raison à ma plus grande hâte. Dès le préambule de mon exorde, je me dois de remettre les choses dans l'ordre. Socrate, l'homme à qui l'on a exigé de tout changer, mais qui ne changea rien. En refusant de se soumettre lors de son procès, orchestré par de fausses accusations envers son entité, le philosophe a préféré défendre la vérité, plaider sa culpabilité. À travers le philosophe et sa résistance épique, il réside tout un courant, toute une équipe. Tout comme Socrate, cher auditoire, je défendrai auprès de vous la vérité. Incontestablement, avec moins de verve que le philosophe, avec moins de génie, lui qui avait le sens du mot juste en sa compagnie. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi pour cette exégèse socratique et non mythologique. Pour reprendre l'expression de Driss Bourras, qui la semaine dernière à Rhétorica, avec son contradicteur, tous deux ont délivré une prestation qui restera dans la mémoire de toutes les éditions. Pour mon accroche, j'aurais pu vous parler de football. Ce proverbe me permettait de jongler avec le sujet. En le faisant, j'aurais pu atteindre mon but, envoyer à Madame l'Allemand quelques tacles glissés, digne d'un France-Allemagne en finale de Coupe du Monde. Mais j'ai finalement retourné ma veste de façon acrobatique, préférant vous parler de Socrate de manière plus synthétique. Chère présidente, d'ailleurs, je ne connais pas votre sensibilité, ni à aucun autre juré. Certains soutiennent peut-être le PSG, d'autres peut-être et malheureusement l'Olympique de Marseille. On ne peut pas tout réussir dans la vie. Ma contradictrice et moi devons élever le débat, le rendre plus poétique, plus magique, tel le faisait Homère à travers des écrits et des chants, plutôt qu'évoquer le football et Didier Deschamps. Au milieu même du proverbe, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Vous pouvez apercevoir le verbe transitif « changer ». Chère contradictrice, il ne faudrait pas tomber dans l'écueil de le confondre avec le verbe « modifier ». Le premier, celui résidant dans le sujet, implique une substitution complète. Il implique le passage d'un état à un autre déclenché par une rupture. Il existe une différence notable entre l'état initial et l'état final. Le second, modifié, est plus subtil. Il implique des ajustements, des altérations apportées sans impliquer une transformation totale. Pour répondre donc à notre question capitale, je soutiendrai deux idées principales à votre connaissance, dont chacune serait suffisante seule. De deux choses l'une, je vous démontrerai qu'il est essentiel de garder de la stabilité et de la cohérence en ne changeant pas l'équipe qui gagne, à moins bien sûr d'avoir une appétence particulière pour la défaite. Puis, dans un second temps, j'affirmerai que, certes, dans certains cas, il est possible de changer une équipe qui gagne, mais qu'en aucune circonstance, cela devrait être érigé en une obligation, comme le suggère le verbe falloir dans le sujet.
Entrons donc, cher public, dans le vif du sujet, en observant l'importance de ne pas changer une équipe qui gagne afin de conserver de la cohérence. La cohérence prend sa source dans la répétition, dans l'habitude. L'habitude consiste à reproduire de manière courante un geste, un mouvement, une action. Elle permet la ritualisation, le maintien de la concentration. Elle est inhérente à l'homme. Saint Augustin disait même que l'habitude, c'est une seconde nature. Chez l'humain, l'esprit et le corps ont incontestablement besoin d'habitude. Cela permet d'avoir des repères stables, mais aussi de normaliser l'effort. Cher public, si comme moi, vous pouvez parfois être pris de procrastination, qu'étonnamment vous êtes prêt à tout pour éviter de vous plonger dans vos cours de droit administratif, j'ai la solution. Oui, je suis plus théoricienne que praticienne. Vous devez, cher auditoire, mettre en place une habitude. Chaque jour, vous consacrerez 2 heures à l'apprentissage de cette discipline. Les premiers jours vont sembler difficiles. Cela est tout à fait normal. Les études de psychologie démontrent qu'il faut au moins plusieurs semaines pour que l'habitude devienne un automatisme. Cet automatisme permet de normaliser l'effort, la procrastination s'effacera alors. Chère contradictrice, la mise en place d'une habitude est complexe. Cela demande du temps, de la détermination. Vous pouvez mettre votre énergie en défendant la thèse selon laquelle une équipe qui perd devrait déconstruire ses mauvaises habitudes, et dans ce cas, je vous rejoindrai parfaitement. Mais nous parlons aujourd'hui d'une équipe qui gagne. En changeant l'équipe, vous portez atteinte à sa cohérence, vous portez atteinte aux habitudes de celle-ci qui contribuent à son succès et de facto, vous chamboulez tous les repères de celle-ci. Et si les études sur les neurosciences ne suffisent pas à vous convaincre et que vous souhaitez toujours à ce point transformer l'équipe gagnante, à qui tout réussit, il sera alors préférable de tendre vers des modifications plutôt que des changements. Modifier permet des altérations subtiles, afin de ne pas rentrer dans une forme de suffisance, de relâchement, de relativisme ou de devenir trop prévisible face à son adversaire. Cependant, si vous faites le choix de changer, c'est-à-dire réaliser une substitution complète, vous détruisez les habitudes et dans le même temps les chances de victoire. Enfin, il est temps de prendre de la hauteur et d'observer toutes les dimensions du sujet. Le verbe impersonnel « falloir » pose problème pour 2 raisons. Premièrement, il est bien trop autoritaire. Le cerveau humain, pour maximiser ses performances, doit être stimulé dans son hémisphère positif. Il ne faut pas lui proposer quelque chose de négatif. Lorsque vous lui dites « il faut que », cela est le meilleur moyen de créer un blocage, quelle que soit la suite de la phrase d'ailleurs. Il faut que je gagne ma plaidoirie. Il faut que je révise mon droit administratif. Il faut que je change l'équipe qui gagne. Cette contrainte, résidant dans ce verbe falloir, s'incarne comme un impératif. Et l'impératif, cher public, n'est pas libérateur. En affirmant à tout va ces mots auprès d'une personne, d'une équipe au sommet de sa gloire, vous allez stimuler l'hémisphère négatif du cerveau et foncer droit vers la défaite. Secondement, en répondant à l'affirmatif au sujet, une confusion est réalisée entre le verbe « falloir » et « pouvoir ». Oui, on peut incontestablement changer une équipe qui gagne. Dans le cas où je ne supporterai pas la réussite qui perdure un peu dans le temps. Dans le cas où je ne supporterai pas de voir mes adversaires s'incliner. Dans le cas où mon armoire à trophées serait bien trop chargée. Rassurez-vous, cher jury, cela n'est pas ma situation. Dans ces différents cas, vous pouvez évidemment changer une équipe. Cela est techniquement possible. Oui, on peut changer une équipe qui gagne. Mais faut-il le faire ? Devons-nous réellement ériger la prétendue nécessité de changer une équipe qui gagne en tant qu'obligation ? Une telle obligation pourrait seulement être prise si elle se basait sur des certitudes, des choix rationnels. Cependant, une équipe est confrontée à l'incertitude de l'avenir.
Le futur est bien trop obscur. Le seul moyen est de se baser sur des éléments rationnels et de conserver les combinaisons fructueuses de l'instant présent et du passé. Par conséquent, il ne faut pas changer l'équipe qui gagne, mais au contraire, la conserver. Pas besoin de changer, de briser le lien. La confiance les guide, main dans la main. Dans la danse du succès, leur pas est cadencé. Une harmonie parfaite dans chaque mouvement tracé. L'équipe peut être légèrement remaniée, l'équipe peut être subtilement modifiée, mais en aucun cas dans son essence, elle doit être changée. Dans chaque sourire, dans chaque geste habile, se lit l'histoire d'une unité immobile. Non, il ne faut pas changer une équipe gagnante, car sa force réside dans sa cohésion constante. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, je reprends juste la parole. Le temps que vous soyez installés pour le passage à la contre-plaidoirie. Vous avez 5 minutes chacune. Et je laisse mon collègue gérer le temps. Vous êtes prêts? C'est parti. Chère contradictrice, vous avez tout d'abord avancé que changer, ce n'était pas la même chose que modifier. Alors je vous répondrai que l'Académie française définit de plusieurs manières le verbe changer, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle l'a définit en premier lieu comme céder, troquer une chose contre une autre, ce qui voudrait dire complètement changer l'équipe. Mais elle ajoute une troisième définition, qui est rendre une personne ou une chose différente de ce qu'elle était, puis elle note plusieurs exemples expliquant, mot pour mot, changer, ce n'est pas toujours se transformer fondamentalement. Cela peut être aussi simplement de légères modifications. Les modifications font donc partie intégrante du changement. Bien entendu, il y a différents degrés de changement. Ce que je prône dans mon discours n'est donc pas une substitution entière d'une équipe qui gagnerait. Cela serait complètement insensé. Mais plutôt des changements habiles au sein de l'équipe pour la renforcer et la pérenniser. La stabilité et la cohérence sont nécessaires pour ne pas tomber dans la défaite, mais la cohérence, cela peut être aussi savoir effectuer des changements quand il est temps d'en faire. Si vous prenez une équipe de foot, bien que je ne suis pas particulièrement spécialisée dans ce domaine, si vous avez de superbes joueurs, mais que l'un d'entre eux est fatigué, car il a enchaîné les matchs, car son entraînement s'est moins bien passé, car personnellement c'est plus compliqué, eh bien, pourquoi vous empêcheriez-vous de le substituer par un remplaçant si cela permet à l'équipe de mieux briller? Cette technique constitue un changement. Et pour autant, ce n'est pas forcément négatif. Alors, une équipe qui perd, vous avez dit qu'elle devait être changée et que vous seriez d'accord avec moi si j'annonçais cela. Seulement, je n'annoncerai pas cela, puisque je suis persuadée qu'une équipe qui perd peut parfois briller sans être changée. Puisqu'une équipe qui perd peut perdre pour de multiples raisons. Un joueur est triste, un joueur est stressé, le terrain était mal tendu, la météo n'aidait pas ce joueur frileux qui pourtant est d'habitude si imposant dans le jeu. Et pour terminer, je rebondirai sur un autre point de français. Falloir, ce n'est pas toujours une obligation. C'est le troisième sens que lui donne l'Académie française. Le premier, c'est manquer, faire défaut et par extension, être nécessaire. Seulement, on peut changer une équipe qui gagne, mais on n'y est pas obligé. On n'y est pas obligé si tout va bien. Si tout va mal, si on perd, on sera confronté à cette obligation qui nous froisse tant. On n'aime pas être obligé de faire des choses. Si je vous dis « révisez votre droit administratif », vous n'allez pas vouloir le faire. Mais vous allez accepter de le faire si, avant d'être confronté à l'échec, je vous propose de peut-être mieux le réviser, le travailler d'une manière différente, ce qui constituera un changement, avant d'être confronté à l'échec et là, d'être obligé de vous y mettre à fond. C'est justement ce qu'on nous enseigne en droit, pas de bachotage. Ça ne sert à rien de s'y mettre à fond la veille de l'examen. Il faut savoir se forcer,
changer ses habitudes, faire des petites modifications tout au long du semestre, selon nos forces et nos faiblesses, pour pouvoir avoir une chance de briller à l'examen à la fin. Alors, tout d'abord, chère contradictrice, je tiens à vous remercier pour votre plaidoirie et votre contre-plaidoirie, notamment sur la forme. Et j'ai toutefois quelques reproches à vous faire. Parce que, tout d'abord, vous avez voulu me reprendre sur le verbe falloir, que j'ai moi-même défini comme étant une obligation et que vous avez vous-même ensuite défini comme étant ce qui était nécessaire selon une autre définition de l'Académie française. Mais alors, laissez-moi vous poser une question, parce que nullement dans votre plaidoirie, à aucun moment vous avez montré que toutes les décisions de changement d'équipe qui ont pu être faites étaient nécessaires ou obligatoires. Par conséquent, vous n'avez pas prouvé qu'il fallait changer l'équipe qui gagnait. Alors oui, vous avez dit qu'il y avait des changements, des modifications, des changements ou des modifications qui pouvaient s'avérer être bons ou non, mais en aucun cas vous avez prouvé qu'ils étaient nécessaires ou obligatoires. Par conséquent, vous n'avez pas prouvé votre thèse. Ensuite, ce qui est assez intéressant lorsque vous avez également voulu me reprendre sur le verbe changer, c'est que vous avez bien précisé qu'il y avait une troisième définition, qui venait donc contredire ce que j'essayais plus ou moins de dire par rapport à la substitution complète. Mais donc s'il y a trois définitions, vous piochez aussi donc dans les trois, mais ça veut dire que les deux autres allaient quand même dans mon sens, n'est-ce pas? Et aussi que donc vous-même vous admettez qu'il y a bien cette autre définition et que par conséquent on peut ainsi interpréter le sujet d'une manière tout aussi différente. Ce que je veux dire, c'est que si vous admettez que deux définitions sont valables, dans ce cas-là, il faut les considérer dans leur intégralité. Et par conséquent, qu'est-ce qui est mieux pour interpréter que de prendre la majorité des définitions qui vont dans le sens de la thèse. C'est pour ça que je vais rester sur l'idée que changer, c'est une substitution complète. Et cette fois-ci, je vais aller davantage dans vraiment davantage dans le fait de contredire vos arguments. Alors, vous avez parlé donc de Kaizen, avec donc il y a un principe d'amélioration continue et qui a été utilisé avec l'entreprise Toyota. Donc, d'amélioration continue, ce qui rejoint donc le sens de modification que j'ai pu élaborer tout à l'heure, une modification étant par conséquent des altérations ou des améliorations quant à changer, qui est donc une substitution complète. Autrement dit, vous allez bien dans le sens de ce que je voulais évoquer, c'est-à-dire qu'on peut améliorer une équipe, parfois même ça peut s'avérer être une très bonne décision, et parfois même c'est nécessaire, puisque d'ailleurs vous avez assimilé la stagnation à la stabilité, et je trouve que vous n'avez pas assez nuancé. C'est-à-dire que stagnation et stabilité ne sont pas tout à fait la même chose. On peut très bien être dans la stabilité tout en évoluant. Mais tout simplement, au lieu d'avoir des évolutions qui vont être, on va dire, qui vont être moins... Dans l'idée de la stagnation, c'est qu'il n'y a plus d'évolution. L'idée de la stabilité, c'est qu'il peut y avoir de l'évolution ou à l'inverse, on peut descendre un peu, c'est-à-dire il peut y avoir de la baisse, mais ça va être plus contrôlé que de la stagnation. Ça va être plus contrôlé qu'un changement, qu'un gros changement ou qu'une grosse modification. Après, je suis tout à fait d'accord sur le point que des personnes qui gagnent, une équipe qui gagne, a de grandes chances de s'endormir sur sa propre victoire. Et c'est pour ça justement que j'ai parlé également dans mon discours de modification. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'adapter au changement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer un changement sur l'équipe qui gagne, mais des modifications.
D'ailleurs, vous avez dit que la victoire rend aveugle et la défaite rend la vie. La vue, pardon. Excusez-moi pour ce prolepse. Eh bien, vous avez fait donc une affirmation. Elle peut rendre aveugle. Le rend-elle toujours? Non. Une équipe qui gagne peut toujours se renforcer, s'améliorer et doit développer des capacités à anticiper les changements. C'est bien ce que vous avez dit. C'est vraiment mot pour mot ce que vous avez dit. Et je suis d'accord et je reviens à nouveau sur mon idée que on peut modifier une équipe. Est-ce qu'il faut la changer? Non, parce que changer, c'est une substitution complète. Et comme vous l'avez dit dans votre contre-plaidoirie, ça n'aurait aucun sens.